présente pour les personnes aînées de la capitale nationale l'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous présenter Aînés, on vous écoute. Bonjour et bienvenue, auditrices et auditeurs de Aînés, on vous écoute. Ici Pierre Lavallière pour AQDR Québec, l'Association québécoise des droits des retraités. Alors, vous pouvez nous rejoindre au 418-524-0437 ou par courriel à info.aqdrquebec@gmail.com. Nous avons le plaisir aujourd'hui d'accueillir Madame Pierrette Gasse, qui a été propriétaire de 3 RPA. Alors, nous allons donc explorer les fondements, les allées, les venues, les aléas de ces RPA. Bonjour Pierrette, est-ce qu'on est bien là? Bonjour. Bonjour. Bonjour, ça fait plaisir. Bon, écoutez, Pierrette, c'est un plaisir de vous accueillir aujourd'hui pour parler des RPA, les dessous et les dessus et tout. Écoutez, Pierrette, vous êtes en fait épouse et mère de 2 enfants et grand-mère de 3 petits-enfants. Vous avez été propriétaire de 3 résidences pour personnes âgées et d'un restaurant, et beaucoup d'activités de bénévolat ont fait partie de votre vie sociale. Dites-moi, comment dans un premier temps, êtes-vous devenu propriétaire de 3 résidences de personnes âgées? Bon, c'est sûr que, Pierre, ça ne s'est pas arrivé les 3 en même temps. Ça a commencé par le désir de... étant toute petite, déjà, j'avais le goût de devenir médecin, infirmière. J'avais déjà l'âme à soutenir, aider, partager avec des gens mon savoir, et le côté santé m'intéressait beaucoup. Mais la vie ne m'avait pas souri de ce côté-là, et je faisais donc autre chose jusqu'au jour où j'en ai eu assez de ce que je faisais et que j'ai décidé d'acheter une première résidence, c'est-à-dire, une première résidence qui n'était pas du tout en fonction d'une résidence de personnes âgées. C'était un ancien hôtel-motel que j'ai transformé en résidence de personnes âgées pour accueillir des gens de mon secteur. Dans ma tête, c'était comme ça. Alors, de cette première idée, on a donc transformé une partie de cet hôtel-là pour accueillir les premiers résidents. Dans l'espace de quelques mois, j'avais déjà 8 personnes qui étaient installées dans ma résidence. Et puis, là, ça a continué. Je me suis occupée de ces gens-là. Et de bouche à oreille, ça l'a fait boule de neige. Et dans les 2 années qui ont suivi, j'ai rempli complètement la résidence. Par la suite, j'avais entendu parler qu'il y avait une 2e résidence à vendre en Gaspésie, qui était mon coin natal, finalement. Je suis gaspésienne, donc de la vallée de Matépédia, mais la résidence était à vendre à Saint-Anne-des-Monts. Donc, j'ai décidé de faire les démarches et d'ajouter cette 2e résidence-là, quelques années plus tard, bien sûr, que c'est passé quelques années entre les deux, d'acheter cette résidence-là. Elle contenait 38 résidents. Elle n'en contenait que 31, mais pendant les années que je l'ai eue, j'ai monté ça à 38 résidents. J'ai adoré l'expérience. Les gens étaient adorables. C'était des gens qui avaient ma même vision, parce qu'on était du même coin, ça fait que ça nous faisait un contact formidable. Et puis, mais c'était fatigant, parce que je devais passer je passais une semaine par mois à l'Oasis à Saint-Anne-des-Monts et 3 semaines au manoir de Laurentides à Stoneham. Là, c'était très dur. Les tempêtes, pas de cellulaire dans ces années-là, donc j'inquiétais tout le monde parce que j'étais pas rendue d'un bord ou j'étais pas rendue de l'autre pendant les mauvaises températures. Donc, ça a été une remise en question. Et j'ai finalement décidé, après quelques années, de vendre ma résidence de Saint-Anne-des-Monts parce que c'était trop dur. C'était trop difficile de tenir le coup. Voilà pour les 2 premières.
Est-ce que tu veux que je continue pour la troisième? Oui, bien, c'est ça. Ça veut dire qu'il y en avait deux là, qui étaient en même temps. Là. Oui, ça demandait beaucoup, bien sûr. Effectivement. Bien là, on a vendu l'Oasis à Saint-Anne-des-Monts, on l'a vendu. Puis là, ça a été un petit trou. Là. Il y a eu au contraire, l'intégration qui n'est pas une résidence personnes âgées, mais l'achat d'un restaurant. Parce que on pensait que ce serait moins compliqué. Malheureusement, je m'embarque dans tout le temps des 24 heures. J'ai pas réfléchi à ce moment-là. Je me laissais tenter par l'occasion, je serais bien, je sais pas trop. Et je m'achète le Francinette juste à l'entrée du parc des Laurentides. Et là, c'est pendant plusieurs années, je dois donc me promener entre le manoir, le restaurant, mais c'était quand même accessible parce que c'était quand même pas si loin du manoir, c'était quand même une vingtaine de minutes. Par contre, c'était dans le parc. Ça faisait encore là des températures assez difficiles pendant les mois d'hiver. J'ai quand même eu le restaurant pendant des années. Et par la suite, à un moment donné, il y avait une occasion qui s'offrait d'acheter une résidence plus proche que l'Oasis, bien sûr, à Loretteville. Alors, mon fils, qui travaillait avec moi, avait le goût de s'impliquer beaucoup. Donc, on décide d'aller faire les démarches et de s'offrir cette magnifique maison. C'était une maison de 1880, 88, quelque chose du genre. Magnifique. Il est vraiment, là, le style de ces maisons-là. Alors, elle nous plaisait tellement que là, on s'est lancé dans cet achat-là. On l'a acheté et là, elle était pleine. Les résidents, elle était complète. Les chambres étaient toutes pleines. Les employés étaient déjà là pour quelques-uns qu'on a rajoutés ensuite parce que moi, j'aimais mieux travailler avec plus d'employés pour avoir plus de qualité de travail, pour donner plus de soins et tout. Fait qu'on a fait l'acquisition de cette maison-là qu'on a eue aussi pendant un grand nombre d'années et que je faisais marcher en même temps que le restaurant et que ma résidence de Stoneham. Voilà, okay. Pour les acquisitions. Mais voilà, c'est tout un périple. Écoutez, quelles sont les principales exigences en tant que propriétaire de RPA? Bon, il y avait les résidences étaient moins aller jusqu'à la grande remise en question de M. Barrette. Les résidences étaient moins structurées et plus familiales. Dans mon cas, c'était des résidences très familiales. Très familiales, donc, oui, bien sûr. Oui, c'était très familial. Les résidents étaient des mononcles, des matantes dans nos maisons. Là. C'était pas des numéros. Alors, automatiquement, ils avaient une chambre, bien sûr. Ils avaient une chambre pour demeurer dans leur chambre, c'est sûr. Mais ils avaient l'accès à la maison. Donc, ils pouvaient passer plein d'heures dans la salle à manger, dans le salon, dans la grande salle. On organisait énormément d'activités. Et ça, pour moi, c'est une des grandes priorités. C'est de maintenir une vie familiale, une vie avec des activités qui fait qu'on ne leur laisse pas le temps de crever d'ennui dans leur chambre. Okay. Ça, c'était ma priorité. C'est une vie qui s'apparente à la vie familiale, un peu. Hein? Exactement. Moi, c'était toujours ça que je mettais en priorité. C'était vraiment une vie de famille. Tu sais, il fallait qu'il soit, dans ma tête à moi, il fallait qu'il soit considéré comme apparenté, comme nos grands-parents. J'ai toujours pensé ça et j'ai toujours vécu comme ça avec eux. OK. Donc, les gens étaient sûrement très heureux d'être là et de contribuer, puis ils se sentaient vraiment en famille, en fait. Bien, c'est ça. Et c'est, à mon avis, encore ce qui devrait être. Malheureusement, c'est trop souvent, les gens sont considérés comme des numéros. J'ai vu des fois où on se demande s'ils savent les noms des gens. Nous, on était tellement proches que c'était... Puis pour moi, ça reste la priorité, c'est de maintenir... Oui, bien sûr qu'ils ont besoin de soins, bien sûr qu'ils ont besoin d'hygiène, bien sûr qu'ils ont besoin de bonne nourriture. Ça, c'est carrément aussi une bonne priorité de nos résidents, d'avoir de la bonne nourriture. Mais encore là, moi, j'ai toujours eu des cuisinières extraordinaires qui faisaient de la nourriture comme on mange dans la maison, la nourriture familiale. Tu sais, nous autres, on n'était pas le genre à faire des frites, puis des affaires de même. C'était des bons repas, des bons ragoûts, des bons supports.
de la soupe 2 fois par jour, tout midi et soir, constamment une bonne soupe, parce que les gens âgés sont encore pas mal. En tout cas, la majorité, dans mes années à moi, en tout cas, c'était de la soupe, c'était une priorité. Oui, sûrement. Oui. Alors, ça demandait beaucoup pour le personnel, mais c'était quand même, si je comprends bien, dans un enthousiasme puis une belle collaboration, n'est-ce pas? Bien, il fallait, quand j'engageais quelqu'un, c'était déjà une priorité de leur vendre l'idée que chez nous, c'était pas un bureau. Chez nous, c'était une famille. Ah, voilà. Il fallait déjà qu'elle s'intègre à la vie familiale. Et évidemment, ça n'en prenait plus qu'un. Hein? Évidemment, avec les fins de semaine, n'oublie pas que c'est du 24 heures, 7 jours par semaine. Hein? Tout à fait. Ça nous prenait plus qu'une cuisinière. Ça en prenait une. On faisait un petit peu de travail de nuit, coller des patates et des choses comme ça de nuit, mais majoritairement, c'était de la bonne bouffe faite durant la journée et toujours la journée, pas des vieilles affaires qu'on congèle et ainsi de suite. De la bonne bouffe à tous les jours. Donc, ça me prenait des excellentes cuisinières et j'ai été choyée. J'ai été choyée par rapport aux employés parce que c'était, dans ces années-là, on n'exigeait pas le PDSB avant de rentrer. Les employés pouvaient s'installer, arriver, faire une bonne semaine ou 15 jours même d'entraînement pour comprendre, pour voir comment nous on fonctionnait et ensuite, on leur permettait on leur payait des cours de PDSB par la suite. Après ça, ça a changé, puis ils exigeaient les cours. Alors, les jeunes arrivaient chez nous avec les formations puis les beaux diplômes, mais là, c'était à recommencer parce qu'ils n'avaient pas la philosophie que moi, je voulais qu'ils aient. Et quelle est la définition du PDSB? Le PDSB, c'est le préposé aux bénéficiaires, le cours de PDSB. Ah, OK, d'accord. OK. Oui. Donc, les personnes devaient prendre ce cours-là? Absolument. Dans les dernières années, c'était devenu l'envers. Il fallait qu'elles aient un cours d'1 an, 1 an et demi de PDSB en question, de cours de préposé aux bénéficiaires, avant qu'on puisse les engager. Ce qui était le contraire dans les années où moi, j'étais propriétaire. On commençait par les engager, on les formait à nos besoins, à nos maisons, et ensuite, on leur permettait d'aller prendre le cours par les soirs, par les fins de semaine, par les soirs, surtout par les soirs, parce qu'elles continuaient de travailler en même temps. Alors, elles se perfectionnaient tout en travaillant. Oui. Maintenant, c'est bien différent, j'imagine? Ah, ça se ressemble plus du tout. Je pense pas que je serais heureuse maintenant autant de partir des résidences parce que les exigences sont beaucoup plus bureaucratiques que nous autres on était. Et c'est plus nombreux, c'est moins familial, il y a beaucoup plus de monde. C'est ça. Est-ce que vous êtes en mesure de dire si maintenant les gens sont aussi heureux que dans ce moment-là? C'est sûr que les conditions sont différentes parce qu'il y en a qui semblent quand même très bien être très heureux maintenant et puis d'autres peut-être moins. Qu'est-ce que vous en pensez? Bien, et il devait y avoir dans mon temps aussi des gens moins heureux. Ceux qui, par contre, par exemple, que les enfants plaçaient de force dans nos maisons, ben là, ça prenait un plus d'amour, d'affection, de soins, de tendresse, de tout ce que tu voudras pour les rendre heureux. Parce que là, ils étaient placés de force. Mais quand les gens étaient placés en acceptant que leur maison soit fermée, qu'ils quittent et qu'ils s'en viennent chez nous, ça, c'était du bonheur total. C'était pas compliqué d'accueillir. Et ça doit être encore la même chose dans les résidences. Les résidences sont plus modernes, probablement, que les miennes étaient. Et puis, sont peut-être... mais il y a plus de chambres. Quand j'ai été dans les dernières années visiter des résidences, je trouve qu'ils ont une vie de chambre beaucoup plus importante que nous. Nous, ils ne vivaient pas dans les chambres. Les chambres étaient vraiment comme tu vis dans la vie, là. Que tu dors la nuit dans ta chambre, mais le jour que tu le passes dans des pièces communes, nous, c'était plus ça. Aujourd'hui, on dirait qu'on voit moins ça. On voit plus les gens dans les chambres. En tout cas, quand je vais voir des gens que je connais, c'est dans les chambres. On ne les voit pas dans le salon comme les autres c'était. Maintenant, il faut aussi organiser des activités. Ce qu'ils ont aujourd'hui. Aujourd'hui, ils ont des autobus pour sortir le monde. On n'avait pas d'autobus, mais moi, je me servais de mon auto pour déplacer mon monde. On organisait des parties de sucre, on organisait il y avait plein de sorties. On avait plein de sorties. Et en plus, on avait
j'engageais tout le temps un monsieur qui a fait 20 ans, certains chez nous, 15 ans peut-être, un monsieur en intégration sociale qui faisait carrément toutes sortes d'activités qui duraient environ jamais plus que 40 minutes l'activité pour ne pas les tanner. Et quand on parle d'activité, là, c'était un peu de tout. C'était des exercices, c'était du bingo, c'était des cartes, c'était des chants, c'était des spectacles, c'était de la danse. À tous les jours, il y avait une variété d'activités qui faisait que mes gens ne voyaient pas le temps passer. Ah ben là, si je comprends bien, là, à votre époque, en fait, les gens participaient activement. Maintenant, on parlait de chambres tout à l'heure, mais maintenant, beaucoup dans les RPA, ils ont des condos, des appartements, des logements, des 3,5, qui sont tout à fait autonomes dans leur logement. Puis ils ont le service de nourriture et quelques autres services de loisirs qui sont disponibles. C'est sûr que la donne est différente. Ils sont beaucoup moins participatifs, bien sûr. Et puis, mais ils continuent en fait une vie comme s'ils étaient dans leur propriété, mais avec des services en plus. Ben moi, je crois ça. Je crois ça parce que puis même, mais on parle de gens plus autonomes un peu quand même. C'est des gens qui sont capables de se faire au moins leur déjeuner dans leur appartement. Oui. Puis, mais cette vie-là leur convient terriblement bien. C'est une nouvelle philosophie que moi j'endosse énormément. Les endroits comme on peut dire qui ont plus besoin de soins, peut-être que c'est différent, mais les belles maisons qu'il y a aujourd'hui avec tous les services, c'est pas donné là. C'est pas une mauvaise affaire là. Je m'en vais vers ça là, probablement, puis j'hésiterai même pas là, parce que oui, il y a sûrement des maisons encore toutes croches comme il y en a toujours eu, mais c'est plus autant accessible ces maisons-là parce qu'il y a beaucoup plus de surveillance, c'est beaucoup plus encadré que ça qu'on pourrait dire là. Moi, à mon avis, en tout cas, j'hésiterais pas à envoyer mes parents maintenant je n'ai plus de parents, là, mais les envoyer dans une belle maison comme ça, là, parce qu'aujourd'hui, c'est quelque chose, les belles maisons. Puis les maisonnées, là, que j'entends parler à la TV, là, j'en ai jamais vu, là, autrement qu'à la TV, mais c'est beau pas à peu près, là. Je te dis que les gens qui ont la chance d'être là-dedans, là, oui. ça doit être merveilleux, là. Oui, tout à fait. Tout à fait. Et en fait, les gens profitent entièrement de cette nouvelle fonction et aussi, ils se sentent chez eux, mais ils doivent être aussi motivés par des activités, c'est certain. Moi, ça, je crois ça, parce que veux pas, si tu vas pas un peu mettre quelque chose de beau devant le visage, là, je pense pas qu'ils aient le goût de sortir tellement de leur appartement. Faut vraiment... Mais ça, on parle de... C'est différent à chaque personne, hein. Faut pas oublier qu'il y en a qui ont passé leur vie sociale être très grouillants. Moi, je fais 50 000 affaires comme bénévole, là. Ben, c'est quand même que je serais dans une maison de même, je ne resterai pas enfermée dans ma chambre, je suis bien trop grouillante pour ça. Et il y a l'autre point qui fait ça aussi, qu'on reste enfermé dans une chambre, c'est la maladie. Il y a des gens qui ne sont pas capables de suivre des activités parce qu'ils n'ont pas... Il y a la surdité, il y a la vue, il y a la marche. Tu sais, en vieillissant, notre corps, il fait bien des conneries que c'est peut-être la raison pourquoi les gens restent plus dans leur chambre, parce qu'ils sont pas capables de suivre. On fait de la chorale, là, on est allé on a fait un concert chez les religieuses, là, et on avait le corps des religieuses en spectacle, les autres étaient dans leur chambre, parce qu'ils étaient pas capables de venir à l'auditorium, là. Et c'est pas parce qu'ils voulaient pas, ils étaient dans leur chambre parce qu'ils pouvaient pas. Quand tu n'entends rien, t'as pas le goût d'aller écouter un concert, par exemple. Oui. Ah, puis on a des RPA, je tiens à le signaler, qu'ils ont un service tout à fait restaurant. Hein? Donc, les gens se présentent à la table, ils commandent ce qu'ils veulent, puis ils reçoivent, puis
évidemment, ça va avec le coût, bien sûr, mais c'est pour dire qu'il y a maintenant des RPA qui s'adaptent aux besoins de la majorité des personnes aînées. Et évidemment, toutes les autres activités sont disponibles aussi, là. Souvent, le golf qui est intégré là-dedans, là, le golf électronique, et le billard, la pétanque, etc. Donc, les gens peuvent avoir maintenant des activités assez élaborées s'ils le désirent. Puis, évidemment, sans oublier la piscine et puis tout ce qui entoure cela. Ben moi, je crois ça parce que je vois de la publicité à la télé, là. Puis je me dis, la journée où moi, je suis plus capable de rester dans ma maison, là, c'est sûr que j'hésiterai même pas à m'en aller dans ça, là. J'hésiterai même pas parce que, d'abord, parce que j'en ai eu, puis je sais que j'ai donné énormément de bons moments. J'ai rendu des gens heureux carrément dans mes résidences par rapport aux soins, par rapport aux activités, par rapport à la bonne nourriture. Donc, moi, je n'hésiterai pas à aller dans ces résidences-là. Je vais faire un choix. Il y en a, comme tu viens de dire, que c'est tellement de la qualité que ça prend des millions d'avance pour y adhérer. Mais il y en a d'autres résidences où c'est accessible. Puis, il y a de l'aide gouvernementale aussi qu'on n'avait pas dans notre temps du tout, là, qui existe, de l'aide gouvernementale pour que les gens soient capables de vivre dans des résidences. Moi, en tout cas, je conseillerais bien ça à toutes les personnes qui s'ennuient chez eux, là, de s'en aller vivre en société dans une belle résidence. J'hésiterai même pas. Entre rester à la résidence, dans sa résidence le plus longtemps possible et aller dans une RPA, quelle est votre opinion là-dessus? Bien, évidemment, je continue de penser que de rester dans sa maison le plus longtemps possible, si tu as les capacités physiques et mentales, premièrement. Puis deuxièmement, si tu as un peu aussi de contact, de famille, parce que si tu es tout seul dans ta maison pendant des semaines et des jours et ensuite, c'est pas bon, là. C'est mieux de t'en aller dans une RPA. En fait, que retenez-vous de cette expérience en tant que propriétaire de RPA? Bon, je retiens tellement de bons. J'ai été heureuse avec ces gens-là, comme il n'y a pas de mots. J'ai passé des belles années. Oui, c'était difficile parce qu'on n'avait pas de subvention, pas d'aide financière. C'était difficile côté finance. Mais les bons moments que j'ai vécus avec ces gens-là, si tu verrais mes albums de photos, c'est des souvenirs incroyables. Moi, je retiens juste du bon. Je retiens juste du bon. J'ai pas de regrets, j'ai pas de... Et je rencontre des employés que j'ai eus dans mes résidences et ils me voient venir puis ils me sautent dans les bras. Il y a eu un contact merveilleux. J'ai suivi pendant des années, après avoir fermé pendant des mois, après avoir fermé mes résidents dans d'autres résidences. Et c'était un accueil extraordinaire à chaque fois. Donc, c'est du bonheur. Je retiens que du bonheur de mes expériences dans mes résidences de personnes âgées. Donc, je perçois que le jour où viendra de choisir une RPA, vous serez quand même en mesure de bien choisir. Ben, je vais avoir des critères, c'est sûr. Je vais peut-être me tromper comme tout le monde, des fois, on peut faire, mais je pense qu'on n'a pas autant de raisons de se tromper que ça, parce que c'est beau, là. Aujourd'hui, ce qui est important, je pense, c'est de choisir une résidence en fonction de tes moyens. Si tu l'as choisi trop dispendieuse puis que tu vis trop d'années, ça peut risquer de mal tourner. Je pense que mon choix à moi, ça va être de choisir par rapport à, exemple, je vends ma maison, j'ai tel argent, je peux vivre combien de temps avec ça dans une résidence, puis je vais choisir la résidence en fonction beaucoup d'être capable de rester dans la même, de ne pas être obligé de changer. Parce que ça, c'est douloureux. Ça, à mon avis, c'est la pire affaire, c'est d'être obligé de changer. Encore une fois, tu quittes ta maison, c'est un deuil. Tu t'en vas dans une résidence, puis si tu fais 1 an ou 2, tu quittes la résidence, c'est un deuil. Ça, je pense que c'est pas une bonne idée. J'espère pouvoir me trouver une résidence dans laquelle je vais faire le bon choix, puis de rester là jusqu'à la fin de ma vie. Ça, je pense que c'est une des choses que je vais prioriser. Bien, c'est un choix à faire. Puis, je souhaite à tous les membres de RPA qui nous entendent. Et puis, écoutez, bien, Pierrette, c'était, je crois, pour nos auditoires, notre auditoire, un grand plaisir de vous entendre et d'avoir ces commentaires de personnes propriétaires
de RPA nous faire un résumé de cette belle aventure. Et je constate que vous en êtes sorti tout à fait grandi de cette expérience. Absolument, absolument. Je pourrais en parler longtemps parce que j'ai pas de regrets, j'ai pas de tristesse, j'ai pas fait le mauvais choix dans ma vie d'avoir acheté ça, d'avoir parti ça. Et finalement, je l'ai parti à zéro, ça fait que puis je l'ai fait fonctionner pendant 42 ans. Bon. Écoutez, un gros merci. Et puis, j'espère que nos auditeurs ont bien apprécié cette entrevue. Alors, je vous souhaite le bonjour et je vous dis à la prochaine. Merci d'avoir pensé à m'appeler pour ça. Et j'espère que toutes les personnes âgées qui sont à l'écoute feront le bon choix et pourront vivre comme moi, je leur souhaite, là, du bonheur par-dessus du bonheur et de la santé. Bien. Merci beaucoup et à la prochaine. Alors, ici Pierre Lavallière, je vous quitte et puis on va se dire à la prochaine. L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et pré-retraitées, AQDR, section Québec, est fière de vous avoir présenté Aînés, on vous écoute. Pour connaître tous les services offerts, visitez le aqdr-québec.org ou encore téléphonez au 418-524-0437, poste 0.